Donc, la séance aujourd'hui, le statut de bienfaisance et le DEC, ce que vous devez savoir, vous est offert par le Réseau canadien de développement économique communautaire en partenariat avec l'Agence du revenu du Canada. Le RCDEC, le Réseau canadien de DEC, est un réseau pan-canadien regroupant des organismes locaux et des personnes qui s'investissent dans le développement économique local pour une économie inclusive et durable. Si vous aimez la séance aujourd'hui, je vous invite à devenir membre ou à vous abonner à notre bulletin de nouvelles électroniques gratuit. On vous donnera de plus en plus renseignements à ce sujet plus tard. Cette séance fait partie d'une nouvelle série de webinaires organisés par le RCDEC qui propose des séances mensuelles sur des sujets variés tels que la polyvalence des coopératives, l'impératif de la résilience, la gestion financière viable et d'autres. Cette initiative se base sur la longue expérience du Comité international du RCDEC qui a organisé les séances précédentes tout au long de ces 2 dernières années. Les sujets couverts comprenaient, entre autres, la foresterie communautaire en Colombie-Britannique et au Népal, la co-construction des politiques publiques pour l'économie sociale et solidaire au Mali et dans le monde, l'impact du commerce équitable, les stratégies gagnantes pour le tourisme communautaire et d'autres. Toutes ces séances sont disponibles sur notre site Internet et nous vous fournirons des liens dans un courriel de suivi. Cette séance comprend 2 parties. Voilà, vous avez ma photo bien habillée dans des couleurs de l'Agence du revenu du Canada. Je suis l'animateur et la majeure partie de la présentation aujourd'hui sera faite par Christine Tessier de l'Agence du revenu du Canada. Ça sera suivi par une période de questions. Alors, le sujet aujourd'hui a été proposé suite à des nouvelles lignes directrices publiées cet été par l'Agence du revenu du Canada sur les activités de DEC et le statut de bienfaisance. La première modification, c'est la première modification depuis que les activités de DEC ont été considérées comme des activités de bienfaisance en 1999. Depuis 1999, le secteur de développement économique communautaire a connu une évolution rapide par le biais de pratiques innovantes telles que les investissements liés à des programmes, l'entreprise sociale et la finance sociale, de sorte que les organismes exerçant des activités de DEC se demandaient s'ils pouvaient être admissibles à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. Les principaux éléments des lignes directrices sont restés à peu près les mêmes. Toutefois, les nouvelles lignes directrices définissent plusieurs nouveaux domaines d'activité qui rassureront, nous l'espérons, les organismes de bienfaisance qui voudraient s'impliquer davantage dans les activités de DEC. Avant de commencer la présentation, et pour avoir une idée de qui est sur la ligne aujourd'hui, nous allons effectuer un petit sondage. Vous devriez maintenant voir 2 séries de questions s'afficher à l'écran, l'un sur le statut de bienfaisance et l'autre sur ce qui vous intéresse le plus dans cette séance. Vous pouvez répondre par rapport à votre statut de bienfaisance, si vous avez le statut de bienfaisance, si vous comptez en faire, si vous ne l'avez pas, et quel est votre intérêt principal. Vos activités, leur admissibilité avec vos activités de DEC en lien avec le statut de bienfaisance, des investissements liés à le programme, soit pour en obtenir ou en faire, ou d'autres que vous pouvez préciser sur la boîte de conversation. Pendant que vous répondez, je vais juste présenter brièvement notre invitée. Christine Tessier est conseillère technique en politique à la division du service à la clientèle et des relations avec les clients à la direction des organismes de bienfaisance. Elle est accompagnée aujourd'hui par Joanne Cousineau et Guy Gagnon, qui sont des analystes principales des politiques du service de la politique et de la common law et de l'éducation du public à la direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada. Je vous remercie toutes les 3 à vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, avant de vous laisser la parole, regardons les résultats du sondage qui suggère que c'est assez équilibré en même temps en matière de statut de bienfaisance. Le tiers, ou un peu plus que le tiers, ont déjà les statuts de bienfaisance. Un autre tiers, à peu près
40% qui pensent en faire bientôt et un tiers qui ne l'avons pas. Et finalement, on a plus que d'autres intérêts dans ce webinaire. Quelques personnes qui soutiennent le démarrage des entreprises d'économie sociale, etc., qui cherchent à savoir s'ils vont être admissibles. Et quelques-unes sur l'admissibilité de leurs activités pour le développement économique communautaire. Donc, une bonne variété de participants. On va d'abord alors commencer. Christine, est-ce que tu peux nous donner peut-être pour commencer un aperçu de ce que fait l'Agence du revenu du Canada et la direction des organismes de bienfaisance? Oui, absolument. Merci Michael pour l'invitation et bienvenue à tous. J'aimerais premièrement vous offrir de l'information concernant une petite introduction pour indiquer ce qu'on fait ici à l'Agence. Comme vous le savez presque tous, l'Agence du revenu du Canada administre ou applique les lois fiscales au nom du gouvernement du Canada et de la plupart des provinces et des territoires, ainsi que divers programmes de prestations socio-économiques et de programmes d'encouragement exécutés par l'entreprise du régime fiscal. Maintenant, oui, continuez. Maintenant, la direction des organismes de bienfaisance enregistre, nous procédons à l'enregistrement des organismes de bienfaisance enregistrés, des associations canadiennes enregistrées de sport amateur et autres donataires reconnus. Pour ce qui consiste de la liste des donataires reconnus, ils sont simplement sur notre site web. Je peux vous offrir l'information, c'est le www.arc.gc.ca/bienfaisance. Vous pouvez justement sélectionner cette liste, elle s'appelle Liste d'autres donataires reconnus. Nous fournissons des renseignements, des lignes directrices et des conseils sur le maintien du statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Nous nous assurons que les organismes enregistrés observent les exigences d'enregistrement au moyen d'un programme équilibré d'éducation, de services et d'exécution responsable. Nous élaborons aussi sur les politiques et collaborons avec le secteur de bienfaisance, avec d'autres ministères et d'autres ordres de gouvernement. Nous fournissons des renseignements, des communications et des programmes d'éducation au secteur de bienfaisance et aux donateurs. D'accord. Qu'est-ce que vous allez nous présenter alors aujourd'hui? Je voulais juste simplement rajouter, j'ai manqué un petit peu d'informations sur la prochaine page. On a aussi, je voulais juste offrir un peu d'informations concernant le secteur d'éducation. On a aussi le service à la clientèle qui gère les appels et répond aux demandes de renseignements écrites. La section de la visibilité qui offre des séances d'information, des ateliers, des webinaires et des webémissions. On a aussi amplement d'informations sur notre site web. Vous allez retrouver les politiques, divers guides, etc. Et on a aussi des renseignements concernant le programme d'éducation du public. Ils sont axés sur les donateurs. On a un dépliant que vous pouvez retrouver et visionner sur notre site web. Il s'intitule « Comment donner judicieusement ». Ce dépliant s'offre en français, en anglais et 12 autres diverses langues. Donc, aujourd'hui, nous allons examiner les principales modifications qui ont résulté des révisions apportées au guide ARC 4143, qui s'intitule « Le développement économique communautaire » et « Donner un aperçu des lignes directrices », le CG-014, Activité de développement économique communautaire,
et enregistrement à titre de bienfaisance qui est publié récemment et qui ont remplacé le guide RC 41-43. Pourquoi est-ce que tu peux peut-être juste donner un peu de contexte, pourquoi ces nouvelles lignes directrices étaient nécessaires maintenant pour l'agence? Absolument. C'est pour trois principales raisons qu'on a révisé le guide RC 41-43. Tout premièrement, le guide n'était pas à l'origine censé d'être un énoncé de politique, mais plutôt un document de travail. Deuxièmement, l'intérêt du secteur pour les entreprises sociales continue de croître et des précisions sur les règles ont été demandées par le secteur. Maintenant, troisièmement, nous voulions préciser la manière dont les activités de DEC correspondent au cadre législatif des organismes de bienfaisance et les principaux facteurs qui influencent sur l'enregistrement d'organismes de bienfaisance qui prennent part à ce type d'activité. OK. Peut-être qu'il serait bien de commencer avec quelques principes de base dans les nouvelles lignes directrices. Absolument. Premièrement, le droit canadien ne reconnaît pas le développement économique communautaire comme une fin de bienfaisance. Deuxièmement, même si le développement économique communautaire n'est pas une fin de bienfaisance reconnue, les activités de DEC peuvent relever de la bienfaisance lorsqu'elles contribuent directement à l'atteinte d'une fin de bienfaisance. Et troisièmement, nous avons clarifié le concept de communauté par les besoins de ces lignes directrices. Une communauté peut être soit un emplacement géographique, un groupe de bénéficiaires administre et aussi un groupe de bénéficiaires qui administrent qui ont une caractéristique commune entraînant un désavantage économique. Donc, peux-tu nous faire peut-être un survol de qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les lignes directrices publiées cet été? Oui, les 4 prochaines diapositives souligneront certains changements qui découlent de nos révisions. Nous discuterons certains de ces changements plus en détail plus tard. Nous avons retiré le critère de la difficulté de placement. L'accent est maintenant mis sur le fait de s'assurer que le groupe des bénéficiaires admissibles est suffisamment large pour répondre à l'exigence du bienfait d'intérêt public. Il appartient à l'organisme de nous démontrer comment il définit les groupes de bénéficiaires admissibles et comment ce groupe répond aux exigences du bienfait d'intérêt public. Le deuxième changement important réside dans le fait que les comptes de perfectionnement individuel, le CPI, et les micro-entreprises ne sont pas restreints à des fins de soulagement de la pauvreté. Si un organisme est en mesure de démontrer comment les CPI et les micro-entreprises réalisent d'autres fins de bienfaisance, il devient alors admissible à l'enregistrement. Tu peux continuer, oui, avec l'ensemble des changements. Maintenant, le plus important aux lignes directrices est le développement de la section des investissements liés à un programme ILP. Cette section fournit maintenant une explication plus détaillée sur la manière et le moment où les ILP sont acceptables, de même que des exemples. Dans le cadre du développement de cette section, les ILP ne sont plus limités aux donataires reconnus. C'est important puisque les organismes de bienfaisance seront maintenant en mesure de travailler avec tout type d'organismes pour soutenir ces activités de bienfaisance, y compris les sociétés privées à but lucratif, au lieu du répertoire limité
d'organismes qui sont des donateurs reconnus. Et le guide ARC 4143 comporte d'autres changements. La section sur l'exploitation de magazines et la vente de biens destinés aux pauvres a été retirée, puisque ce sont des activités généralement couvertes par la politique des activités commerciales complémentaires. Maintenant, certains critères pour les entreprises sociales qui étaient non pertinents à l'atteinte des fins de bienfaisance ont été retirés. Nous avons tenté de clarifier la fin de la 4e catégorie, qui est la promotion d'un commerce ou d'une industrie, en lien aux activités de développement économique communautaire. Finalement, nous avons modifié le terme « communauté économiquement défavorisée » pour le remplacer par « secteur défavorisé » sur les plans social et économique dans le but d'accorder une reconnaissance accrue aux préoccupations ou problèmes sociaux qui peuvent découler des défis économiques. Nous avons aussi fourni des lignes directrices abrégées et plus claires sur ce que constitue un secteur défavorisé. Alors, si je comprends bien, les fins auxquelles les activités de DEC peuvent contribuer et être reconnues comme fins de bienfaisance n'ont pas changé en tant que telles. Il y a eu un changement un petit peu dans le sens que auparavant, il y a beaucoup d'activités qui étaient seulement permis pour le soulagement de la pauvreté. Maintenant, on regarde les activités et dans la mesure que les activités peuvent réaliser d'autres fins de bienfaisance, elles seront permises. Donc, des activités peuvent réaliser des fins d'avancement d'éducation ou d'autres fins qui profitent à la collectivité aussi, qui n'étaient pas évidents dans le passé. Merci, Guy. Alors, peut-être que tu pourrais juste nous faire un petit retour, Christine, sur les fins, quelques fins auxquelles les activités de DEC peuvent contribuer. Absolument. Nous allons maintenant aborder les principales sections de la nouvelle politique en matière de DEC, telles que présentement exposées. Comme je l'ai mentionné précédemment, le DEC n'est pas une fin de bienfaisance en soi. Toutefois, des activités de DEC peuvent réaliser d'autres fins de bienfaisance. 3 exemples à cet égard. Premièrement, le soulagement de la pauvreté grâce aux activités visant à soulager le chômage auprès des personnes pauvres. 2. L'avancement de l'éducation en offrant une formation liée à l'emploi. 3. Les autres fins profitant à la collectivité reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisance. Bien que des fins de bienfaisance précises soient présentées dans les lignes directrices, cela ne signifie pas que celles-ci soient les seules fins qui peuvent être réalisées au moyen d'activités de CED. Toutefois, elles constituent les fins les plus probables. Oui, c'est vrai. À mon expérience aussi, sont parmi les fins les plus fréquentes de nos membres. Mais je pense que ça vaudrait la peine de s'attarder un peu à chacune de ces activités avec soin. Le premier, c'est les activités qui soulagent le chômage. Oui. Puisque plus qu'une fin de bienfaisance est associée au développement économique communautaire, et il y en a de même pour les activités, nous avons groupé celles-ci en 6 catégories. Premièrement, l'activité qui soulage le chômage. Comme l'indiquent les lignes directrices, cette catégorie comporte plusieurs activités. Offrir une formation liée à l'emploi, offrir une orientation professionnelle, offrir un service de renvoi
aux organismes appropriés afin d'obtenir de l'aide. Maintenant, les points clés. Pour cette catégorie, nous mettons l'accent sur le fait que les bénéficiaires admissibles doivent être A. Des personnes sans emploi ou qui font réellement face à une perspective de chômage imminent. Avoir démontré qu'ils ont besoin d'aide. Alors, avec ces deux, cela signifie que l'organisme de bienfaisance doit pouvoir démontrer que les personnes à qui ils apportent une aide n'ont pas les ressources ou les compétences pour se trouver un emploi par eux-mêmes. OK. La deuxième activité que vous avez mentionnée est la formation liée à l'emploi. Oui, la formation liée à l'emploi, nous avons identifié 3 différents types. Formation à l'emploi, formation à l'entrepreneuriat, formation professionnelle en milieu de travail. Maintenant, les points clés que nous mettons en évidence sont les suivants. 1. Elle ne doit pas être limitée à un employeur en particulier. Des exceptions sont possibles dans le secteur défavorisé sur les plans social et économique. Sinon, il est probable qu'un bénéfice privé inacceptable soit conféré. 2. L'absence de certaines caractéristiques pour la formation professionnelle en milieu de travail indiquera une activité commerciale non complémentaire. Cela comprend, par exemple, un enseignement offert pour complémenter la formation en milieu de travail, avant ou pendant la composante en milieu de travail, et que les participants ont un emploi pour une durée limitée. OK, le troisième exemple, c'était des subventions et prêts aux bénéficiaires admissibles. Oui, la troisième catégorie, les deux types sont discutés dans le document. Le premier, compte de perfectionnement individuel, CPI, et compte d'épargne utilisé pour une fin précise. L'organisme de bienfaisance fournit les fonds de contrepartie selon un ratio prédéterminé, donc par exemple 2/1, en vue d'aide les bénéficiaires admissibles à accroître leur économie sur une période précise. La personne utilise ensuite le montant économisé pour atteindre le but visé, tel que des frais d'études ou l'achat d'outils. Le deuxième serait les prêts et garanties de prêts. Ils peuvent inclure des prêts pour le démarrage d'entreprise, ainsi que les fonds pour les frais d'études ou des outils. Maintenant, le résultat anticipé pour ces deux types d'activités. Premièrement, l'organisme de bienfaisance doit avoir une politique ou des politiques pour laquelle ou dans lesquelles les critères ou les paramètres pour accorder un CPI, des prêts ou des garanties de prêts ou pour y mettre fin. Mais deuxièmement, l'organisme de bienfaisance peut accorder uniquement le montant nécessaire pour atteindre la fin de bienfaisance. Si un montant supérieur est accordé, un bénéfice privé inapproprié pourrait survenir. Okay. Les nouvelles lignes directrices offrent aussi des précisions importantes dans ce qui a trait aux investissements liés à un programme. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que c'est? Absolument. Pour nos fins, un ILP est une activité qui contribue directement aux fins de bienfaisance de l'organisme de bienfaisance investisseur. Nous avons identifié 4 types d'ILP courants. Nous avons les prêts, deuxièmement les garanties de prêts, troisièmement les achats d'actions et quatrièmement les locations de terrains ou de bâtiments. Maintenant, un ILP n'est pas un investissement dans le sens financier conventionnel. Bien les ILP puissent générer une déclaration financière, ce n'est pas leur raison d'être. Maintenant, un ILP comprend habituellement une déclaration ou probable déclaration de capitaux, en parenthèse fonds ou biens,
dans une période fixe, mais cela n'est pas une exigence. Un ILP peut également signifier un revenu additionnel pour l'organisme de bienfaisance investisseur, comme exemple les intérêts. Mais ces revenus additionnels peuvent être inférieurs au taux du marché. Pour ce qui consiste des existences relatives au ILP, à l'intérieur de les lignes directrices, vous allez retrouver les points clés. Le premier, tous les ILP doivent contribuer directement aux fins de bienfaisance déclarées de l'organisme de bienfaisance. C'est une norme pour toutes les activités. Toutefois, nous avons voulu démontrer la différence entre un ILP et des investissements réguliers. Lorsqu'un organisme de bienfaisance fournit des prêts de démarrage aux entreprises, ils doivent démontrer qu'ils réalisent leur fin de bienfaisance. Les prêts de démarrage pour appuyer le développement d'une entreprise, l'entrepreneuriat ou le développement du marché ne relèvent habituellement pas de la bienfaisance. Deuxièmement, si l'ILP est effectué à un donataire reconnu, il n'y a aucune autre exigence. Troisièmement, si l'ILP est reçu pour un donataire non reconnu, l'organisme de bienfaisance investisseur doit prouver que l'entente répond aux exigences des propres activités prévues par la loi de l'impôt sur le revenu. Cela signifie que l'organisme de bienfaisance investisseur doit conserver la direction et le contrôle du programme et qu'il doit démontrer que tout bénéfice privé est accessoire. Maintenant, l'organisme de bienfaisance investisseur doit être en mesure de sortir de l'ILP si, à un moment donné, l'ILP ne contribue plus à ses fins de bienfaisance. Donc, par exemple, premièrement, se retirer d'un ILP et deuxièmement, convertir l'ILP en un investissement régulier si l'ILP ne contribue plus à ses fins de bienfaisance. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut exploiter une entreprise de formation qui réussit et devient viable financièrement de par elle-même. L'organisme de bienfaisance investisseur pourrait alors restructurer l'entreprise afin de satisfaire aux exigences d'activités complémentaires ou de créer une entreprise indépendante au besoin. L'organisme de bienfaisance devrait avoir une politique écrite ou d'autres documents décrivant la relation de chaque ILP avec ses fins et d'élaborer les critères ou les paramètres appliqués lors du processus décisionnel en matière d'ILP. Si l'ILP comprend le financement d'un donataire non reconnu, les documents justificatifs pour établir la direction et le contrôle nécessaire, tels que décrits au paragraphe 47 et 48, devraient faire partie des livres de comptes et de registres de l'organisme de bienfaisance, puisque la direction des organismes de bienfaisance pourrait demander de les consulter au cours des processus de l'examen des demandes et de la vérification. L'organisme de bienfaisance doit alors s'assurer que les ILP répondent à toutes les exigences en matière de fiducie, d'entreprise ou aux autres exigences juridiques ou réglementaires. Bon, ça c'est un sujet de beaucoup d'intérêt, je pense, pour nos membres. Et en même temps, il y a beaucoup d'informations là. Je voulais juste rappeler aux participants que si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin de la période de questions. Vous pouvez les taper tout de suite dans la boîte de conversation et on pourra les recueillir, puis on passera à la période de questions plus rapidement à ce moment.
Mais donc, c'est ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Un autre type d'activité traitée, Christine, par les lignes directrices sont les entreprises sociales et l'intention des personnes ayant une déficience. Oui, justement. En général, les entreprises sociales pour les personnes avec des déficiences sont différentes de la formation en milieu de travail, puisqu'elles cherchent à fournir de l'emploi permanent plutôt que de l'emploi temporaire. Les entreprises sociales doivent également satisfaire certains critères afin d'être admissibles. Toutefois, tel que noté précédemment, nous avons retiré certains critères qui n'étaient pas pertinents et nous avons fait de certains autres critères qui devraient avoir plutôt que des doit avoir. Donc, dans tous les cas, l'entreprise sociale doit contribuer directement à l'avancement d'une ou de plusieurs fins de bienfaisance. Les deux avoirs ont les caractéristiques suivantes. 1. L'effectif est entièrement composé de personnes ayant une déficience, à l'exception des employés qui fournissent la supervision nécessaire. 2. Le travail est spécialement choisi et structuré pour tenir compte des besoins particuliers des personnes ayant une déficience et pour soulager les conditions associées à cette déficience, lesquelles empêcheraient normalement les personnes de pouvoir travailler. Maintenant, les deux caractéristiques qu'ils devraient avoir pour les entreprises sociales sont les suivantes. Bien que les critères suivants ne soient pas exigés, ils sont habituellement attendus. Une formation professionnelle associée qui permet d'accroître les compétences générales des bénéficiaires admissibles. Et deuxièmement, une participation importante des bénéficiaires admissibles à la gestion et au processus décisionnel de l'entreprise sociale. Pour cette politique, nous utilisons la définition suivante du terme déficience. Selon la loi canadienne sur les droits de la personne, toute déficience physique ou mentale, qu'elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance présente au passé envers l'alcool ou la drogue. La définition est plutôt large. Donc, les fiducies foncières communautaires sont aussi mentionnées dans les nouvelles lignes directrices. Oui, et elles constituent pour veiller à ce que les biens fonciers continuent d'être mis à la disposition de la communauté. Par exemple, si un organisme pourrait acheter un programme pour y aménager un jardin de légumes communautaires dans un secteur urbain. Mais en général, les fiducies foncières communautaires aménagent des biens qui sont ensuite loués à des bénéficiaires admissibles. Par exemple, un organisme pourrait créer une fiducie financière communautaire en louant un immeuble en vue de fournir du logement à des personnes pauvres ou qui ont une déficience. Elle doit contribuer directement à l'avancement d'une ou de plusieurs fins de bienfaisance prévues par l'organisme de bienfaisance et pas simplement être un investissement traditionnel. Aucune modification importante à cette section par contre. Très bien. En ce qui a trait aux activités de DEC qui font la promotion du commerce et de l'industrie, qu'est-ce que les lignes directrices en disent? Pour promouvoir une industrie ou un commerce en particulier, relèvera seulement de la bienfaisance s'ils en résultent d'un bien de bienfaisance, offert au public ou à une portion suffisante du public. Donc, par exemple, des types de fins qui pourraient améliorer l'industrie dans son entier et offrir un bienfait d'intérêt public qui comprend ce qui suit. Promouvoir une efficacité accrue dans l'industrie,
si cette efficacité profite au grand du public. Ou bien, promouvoir et faciliter la réalisation, la préservation et le maintien de normes élevées dans l'industrie, de façon à profiter au grand public. Maintenant, nous avons besoin d'avoir une preuve objective qui est utilisée pour déterminer si le fait de promouvoir une industrie entraînera un bienfait au public. Les avis de non-experts des fondateurs, des administrateurs, des fiduciaires, des membres ou participants de l'organisme ne sont pas pertinents. Et le terme avis de non-experts ou croyances ou de simplement affirmer qu'un bienfait d'intérêt public découlera d'une fin n'est pas suffisant. Finalement, les lignes directrices utilisent un nouveau terme, les secteurs défavorisés sur les plans social et économique, au lieu de l'ancien terme de communauté économiquement défavorisée. Oui, donc une ou plusieurs des caractéristiques suivantes associées au secteur défavorisé, si les taux sont 1,5 fois la moyenne nationale, le chômage pendant au moins 2 années consécutives, le crime, y compris la violence familiale, des problèmes de santé, notamment les questions de santé mentale, l'alcoolisme, la toxicomanie et le suicide. Il y a aussi les enfants et les jeunes à risque, ceux pris en charge ou ceux qui abandonnent leurs études scolaires. Des particularités spéciales liées à l'évaluation du bénéfice privé sont généralement autorisées dans le secteur défavorisé. Par exemple, un organisme de bienfaisance qui souhaite offrir des soins de santé dans une région éloignée et qui doit recruter des professionnels de la santé dans d'autres régions pourrait offrir de tels services à un coût plus élevé ou à des coûts administratifs réduits pour les cliniques en vue d'attirer les fournisseurs de soins de santé, à condition que les incitatifs soient raisonnables. Très bien. Alors, pour terminer, vous voulez en faire quelques précisions sur les termes et définitions utilisés. Nous autres, par exemple, pour les participants inscrits à cette séance, auraient dû recevoir dans le courriel de rappel aujourd'hui un lien pour un document de 2 pages qui contient certaines définitions, les termes utilisés dans les lignes directrices et la présentation, mais il y a aussi en annexe aux lignes, les lignes directrices quelques termes qui sont moins officiels, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On a décidé de rajouter par la suite et dernière minute l'annexe A. Et c'est pour donner une explication de plusieurs termes qui sont reliés justement au DEC et de nombreuses définitions. Nous avons hésité à ajouter par contre d'autres définitions au document. Toutefois, il a été convenu que certains termes seraient utilisés pour situer le lecteur et fournir un contexte. Donc, nous espérons qu'il est clair que les définitions données sont à des fins de référence seulement et qu'elles ne sont pas utilisées comme le facteur déterminant dans le processus d'enregistrement ou de vérification. Maintenant, des définitions externes pour les termes suivants sont fournies. Par exemple, développement économique communautaire, entreprise sociale, finances sociales et renforcement des capacités communautaires. Naturellement, il y en a plusieurs autres qu'on offre à l'intérieur du guide. Donc, ceci complète la partie présentation formelle. Merci Christine. Tu as couvert beaucoup de matériel dans la documentation. Voici quelques coordonnées des informations pour des personnes, des participants qui veulent en savoir plus après la séance. Et on a maintenant une vingtaine de minutes, 15-20 minutes pour des questions et réponses.
Donc, on va passer à la période de questions et réponses et je vais demander aux participants de taper vos questions dans la boîte de conversation en bas à droite de votre écran. La présentation a abordé de nombreux sujets. Il est donc évident que les questions vont être sans doute assez diversifiées, mais n'hésitez pas à les soumettre parce que c'est là à l'autre bout du téléphone pour répondre à vos questions. Donc, je vois que Paulette doit nous quitter à la prochaine. Alors, Paulette, et s'il y a du monde qui ont des questions, je vais peut-être vous lancer une question en partant. On a vu, Annie-Claude tantôt a dit son centre d'aide aux entreprises, qui est membre du Réseau québécois de crédit communautaire, il s'intéresse s'ils peuvent devenir organismes de bienfaisance. Je ne sais pas, Christine, Joanne ou Guy, vous aurez des consignes ou des principes de base qui détermineront l'admissibilité pour une centre d'aide aux entreprises. Qu'est-ce qu'ils devraient considérer qui pourrait déterminer s'ils vont être admissibles comme organismes de bienfaisance ou non? Normalement, aider les entreprises ne relève pas de la bienfaisance puisque les entreprises, ce ne sont pas des donateurs, des bénéficiaires admissibles. Cependant, il y a certaines activités qu'un organisme peut faire qui indirectement pourraient aider aux entreprises. Par exemple, la formation à l'entrepreneuriat ou des activités d'éducation pour des individus qui peuvent aider indirectement les entreprises. Aussi, c'est possible si les entreprises en question deviennent les intermédiaires de l'organisme. Donc, dans les investissements liés à un programme, si certaines entreprises étaient les intermédiaires d'un organisme de bienfaisance pour mener les activités de l'organisme de bienfaisance, ça pourrait être une façon de travailler avec les entreprises qui se démarrent dans ce sens-là. Donc, il faudrait vraiment regarder aux fins de l'organisme qui veut s'enregistrer et les activités que l'organisme veut entreprendre pour assister ou travailler avec les entreprises. Annie, je viens d'afficher une précision. Ils font des ateliers en prédémarrage d'entreprise et sont considérés comme un service d'aide à l'emploi par Emploi Québec, en plus d'offrir du microcrédit, comme la plupart des membres, je pense, du Réseau québécois de crédit communautaire. Et justement, au RQCC, il précise que c'est une approche pour aider les personnes en situation de pauvreté ou vulnérabilité pour renforcer leur capacité entrepreneuriale. J'ai l'impression que j'ai discuté dernièrement avec Yvon Poirier, qui est qui est un participant aujourd'hui, est impliqué au RQ, le Fonds d'emprunt communautaire du Québec, qui disait que je pense qu'il y a une limite en matière de seuil de revenus que les participants peuvent être admissibles et considérés comme des personnes vivant en pauvreté. Et ça, c'était un critère. Maintenant, si ces personnes sont, si le fonds d'emprunt est dirigé pour le développement d'entreprises des personnes vivant en pauvreté, à ce moment, il serait admissible. Mais il y a un seuil à partir duquel, en haut d'un certain revenu, les personnes ne seront pas plus considérées comme vivant en pauvreté. C'est correct. Il s'agit à l'organisme de bienfaisance de démontrer le seuil de pauvreté qu'il applique dans ses critères de sélection. On permet aux organismes de bienfaisance de se référer aux statistiques des gouvernements provinciaux ou municipaux, etc. Nous cherchons des seuils raisonnables qui peuvent être démontrés que les bénéficiaires admissibles sont en effet dans le besoin de se faire soulager la pauvreté. Un organisme peut toujours communiquer avec nous pour s'assurer que les critères qui se servent respectent les limites de la bienfaisance. Excellent. Eric a posé une question pertinente pour beaucoup de nos membres qui travaillent avec les
CLOSIM, j'ai appris un nouveau acronyme dernièrement, les communautés des langues officielles minoritaires à travers le pays. Sa question, c'est dans le cadre de population en situation minoritaire, 2 à 4 est-ce que l'amélioration de l'accès aux services comme la santé, emploi, éducation est reconnue comme activité de bienfaisance? Ça peut être une composition d'une activité de bienfaisance reconnue. On a une politique, malheureusement, je n'ai pas le nom de la politique, qui en discute un peu. C'est une politique qui parle de travailler avec les communautés. Les activités à l'extérieur du Canada. Non, Ethnographique. ethnoculturelles. On a une politique sur les activités qui peuvent assister aux communautés ethnoculturelles. Et puis, je crois que beaucoup de ce genre d'activités, il y a plus de précision dans cette politique. Et toutes ces politiques sont disponibles sur le site web de direction des organismes de bienfaisance, hein? Oui. Oui, fait que si Eric voulait rechercher cette politique sur les communautés ethnoculturelles, ça pourrait offrir des plus de détails en matière de quelle sorte d'amélioration de services pourrait être reconnue comme activité de bienfaisance. C'est ça. Lucie s'enchaîne avec une question. Une entreprise d'économie sociale qui offre des services surtout aux immigrants sans s'y restreindre, peut-elle être un organisme de bienfaisance? Ici, on a eu une décision Vancouver Society of Immigrants and Minority Women. Et puis, la Cour suprême a décidé que simplement nommer des immigrants comme des bénéficiaires admissibles ne répondait pas n'était pas une catégorie de bénéficiaires admissibles. Cependant, il est possible de définir une catégorie de bénéficiaires admissibles parmi les immigrants, et encore, on peut se référer à la politique sur les communautés ethnoculturelles. Aussi, particulièrement les réfugiés ou les immigrants pauvres ou les immigrants qui ont besoin des services de santé, etc. Donc, souvent, c'est simplement de définir le groupe de bénéficiaires admissibles de façon un peu plus restreinte que simplement les nommer des immigrants. Et puis, ça va satisfaire des critères pour être admissible à la bienfaisance. OK. Donc, c'est ça. Il faut être plus détaillé. Oui. J'ai posé la question à Lucie par rapport à l'aspect du caractère psychologique, et je pense qu'elle est en train de répondre, mais on n'a pas d'autres questions actuellement sur dans la boîte de conversation. Je ne sais pas si il y a d'autres participants qui voudraient en rajouter, mais peut-être pendant qu'on attend des dernières questions, je pourrais vous poser à toutes les trois les questions sur les prochaines étapes sur les lignes directrices. Est-ce que vous attendez à d'autres publications qui vont offrir plus de précision dans ce domaine, ou est-ce qu'il y a des étapes à suivre dans la mise en œuvre de ces lignes directrices? Normalement, lorsqu'on publie des lignes directrices, on fait une révision où on regarde les lignes directrices après une période d'environ 1 an pour voir si les lignes directrices continuent à correspondre aux attentes du secteur, et puis s'il y a d'autres questions qui surgissent qu'on a besoin de faire des révisions. Donc, d'ici 1 ou 2 ans, il faut peut-être avoir des clarifications dans cette politique, mais au domaine plus large de l'entreprise sociale, on ne voit pas d'autres politiques dans ce domaine d'ici l'avenir proche. Et puis, on travaille toujours dans d'autres domaines de la bienfaisance, surtout la santé, etc., pour élaborer d'autres politiques pour le public. Excellent. Donc, je vois que Lucie a ajouté une précision en réponse à ma question que les personnes avec qui ils travaillent font de l'art-thérapie, mais je pense que ça relève plus d'une question de activité ou une approche plutôt qu'une définition d'une
une fin de bienfaisance ou une population desservie. Donc, la question en fond par rapport à l'admissibilité pour le statut de bienfaisance revient toujours à la définition ou de bien cibler la clientèle qui va être servie plutôt de comment vous allez les servir. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est les deux éléments. Je peux dire qu'il y a plusieurs organismes qui sont enregistrés, qui utilisent l'art thérapie comme un des moyens par lesquels ils vont aider dans la promotion de la santé. Donc, c'est une activité qui peut réaliser une fin de bienfaisance. Excellent. Mais ça prendrait une définition de population cible plus pointue que de simplement nommer des immigrants. C'est ça, oui. Exact. Super. Donc, si on n'a pas d'autres questions pour l'instant, on va finaliser on va prendre fin avec le webinaire aujourd'hui. On a couvert beaucoup de matériel. Toutes les personnes inscrites au webinaire auraient dû recevoir un courriel il y a quelques minutes qui contient un lien à un sondage d'évaluation qui prend 1 minute. Donc, je vous invite à prendre quelques secondes pour y répondre maintenant. Vos commentaires sont très importants pour nous. D'autant plus parce que nous allons offrir d'autres webinaires comme celui-ci. Si vous avez des suggestions sur des thèmes, n'hésitez pas à nous les soumettre et surveillez les renseignements concernant les prochaines séances. Notre programmation d'hiver et de printemps sera lancée sous peu et nous vous enverrons un courriel de suivi dès que les dates et les sujets ont été fixés. Donc, je tiens à remercier encore une fois Christine, Guy, Joanne et toute l'équipe de l'Agence du revenu du Canada d'avoir pris le temps d'éclaircir pour nous les méandres de ces nouvelles lignes directrices. Et vous avez ici sur le diapositive le lien pour la page du webinaire sur notre site qui contiennent d'autres sources, autant qu'un lien pour vous abonner au bulletin de Réseau canadien de développement économique communautaire afin de rester à jour des nouvelles informations à ce sujet. Donc, avec ça, on va le terminer aujourd'hui et je vous remercie d'avoir participé et vous souhaite une très bonne journée. Merci, Michael, et au revoir à tous. Merci, Christine. Bonjour.